Tu comprends, Michel, Didier me fait me sentir vivante. Toi, tu n'es qu'un comptable. Tu comptes tout, sauf ce qui compte vraiment. » Ces mots résonnent encore dans ma tête, 3 ans après. Ils tournent en boucle comme une chanson qu'on déteste mais qu'on ne peut pas oublier. Ma femme, Brigitte, celle avec qui j'avais partagé 38 ans de ma vie, m'a dit ça en me regardant droit dans les yeux, sans trembler, sans baisser le regard, comme si elle récitait une liste de courses. Je m'appelle Michel Renard, j'ai 64 ans. Aujourd'hui, je vis dans une maison que j'ai achetée avec mon propre argent. Une maison modeste, mais qui m'appartient entièrement. J'ai un petit jardin où je cultive des tomates et du basilic. J'ai un chien, un vieux labrador noir qui s'appelle Voltaire, parce qu'il a toujours l'air de réfléchir à quelque chose de profond. Et j'ai ma dignité. Cette dignité qu'on m'avait arrachée un soir de septembre, il y a 3 ans, et que j'ai reconstruite brique par brique, jour après jour, comme on reconstruit une maison après un tremblement de terre. Mais avant de vous raconter comment j'en suis arrivé là, il faut que vous compreniez d'où je viens. Il faut que vous sachiez qui j'étais avant que tout s'effondre. Pendant 42 ans, j'ai été conseiller financier. Pas le genre qui travaille dans les grandes banques d'investissement à Paris, non. Le genre qui aide les petits commerçants à équilibrer leurs comptes, qui conseille les familles sur leurs économies pour la retraite, qui passe des heures à expliquer la différence entre un PEA et une assurance vie à des gens qui n'y comprennent rien, mais qui veulent juste être sûrs de ne pas finir à la rue. J'ai toujours aimé les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne trahissent pas. Les chiffres sont honnêtes, brutalement honnêtes parfois, mais au moins on sait à quoi s'attendre avec eux. Mon cabinet était modeste, dans une petite rue près de la mairie. 2 pièces, un bureau pour moi, et une salle d'attente avec des chaises en plastique et des magazines vieux de 6 mois. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. J'y ai passé plus de temps qu'à la maison pendant certaines périodes. Des clients venant me voir avec leurs problèmes, leurs inquiétudes, leurs espoirs. Je les écoutais, je leur posais des questions, et puis je leur donnais des réponses, des chiffres, des projections. Pas toujours les réponses qu'ils voulaient entendre, mais toujours les réponses dont ils avaient besoin. J'aimais mon travail. J'aimais le sentiment de rendre service, d'aider des gens à naviguer dans le labyrinthe des finances personnelles. J'aimais la clarté des chiffres, leur logique implacable. Dans un monde où tout semblait chaotique et imprévisible, les mathématiques étaient mon refuge. Quand j'ai pris ma retraite à 62 ans, j'ai eu du mal à m'adapter. Brigitte me disait que je tournais en rond dans la maison, comme un lion en cage. Elle n'avait pas tort. Sans mes clients, sans mes dossiers, sans mes tableaux de calcul, je me sentais inutile. C'est peut-être pour ça qu'elle a commencé à me regarder différemment. Peut-être qu'elle ne voyait plus l'homme qu'elle avait épousé, mais juste un retraité encombrant qui ne savait plus quoi faire de ses journées. Ou peut-être qu'elle regardait déjà Didier à ce moment-là. Je ne le saurais jamais. Brigitte, je l'ai rencontrée quand j'avais 24 ans. Elle travaillait comme secrétaire dans un cabinet d'architecte. Elle avait des yeux verts comme les feuilles de menthe et un rire qui remplissait une pièce entière. Quand elle riait, tout le monde se retournait. Quand elle souriait, on avait envie de lui donner le monde. Je suis tombé amoureux d'elle en 3 secondes, le temps qu'elle me demande si je voulais du sucre dans mon café. Je me souviens avoir pensé, cette femme-là, je vais l'épouser. Et je l'ai fait, 8 mois plus tard, dans une petite église de village près de Bordeaux, avec sa mère qui pleurait de joie et mon père qui me serrait l'épaule en me disant « Tu as trouvé une perle, fiston, prends-en soin ». J'ai pris soin d'elle pendant 38 ans.
J'ai travaillé des heures supplémentaires pour qu'elle puisse avoir la cuisine qu'elle voulait. J'ai économisé pendant des années pour qu'on puisse partir en Grèce, son rêve depuis toujours. J'ai tenu sa main quand elle a perdu sa mère, quand elle a eu sa fausse couche, quand elle a traversé cette dépression qui a duré 2 ans et pendant laquelle je rentrais chaque soir sans savoir si j'allais la trouver debout ou effondrée. J'ai été là, toujours. Je me souviens de ces nuits où elle ne pouvait pas dormir, où elle se levait à 3 heures du matin pour s'asseoir dans la cuisine, le regard vide. Je me levais avec elle, je lui faisais une tisane, je lui tenais la main sans rien dire parce que parfois, les mots ne servent à rien. Je me souviens des médecins, des médicaments, des thérapies. Je me souviens de ce jour où elle m'a dit qu'elle ne voyait plus le sens de continuer, et de cette terreur glacée qui m'a envahi. Je l'ai serrée contre moi pendant des heures, lui promettant que ça irait mieux, que je serais toujours là, que je ne l'abandonnerais jamais. Je n'ai jamais pensé que c'était elle qui m'abandonnerait. Les années de sa dépression ont été les plus difficiles de ma vie. Je travaillais toute la journée, puis je rentrais pour m'occuper de Sophie, qui avait alors 8 ou 9 ans, et de Brigitte, qui avait besoin de soins constants. Je faisais les courses, le ménage, la cuisine. Je vérifiais qu'elle prenait ses médicaments. Je l'emmenais à ses rendez-vous chez le psychiatre. Je mentais à nos amis, leur disant qu'elle était fatiguée ou qu'elle avait la grippe, parce qu'elle avait honte de sa maladie et qu'elle ne voulait pas que les gens sachent. Pendant 2 ans, j'ai été son mari, son infirmier, son garde du corps. Et je l'ai fait avec amour, sans jamais me plaindre, parce que c'était ça, le mariage, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Quand elle a finalement remonté la pente, quand les couleurs sont revenues dans sa vie et qu'elle a recommencé à sourire, j'ai cru que notre couple était devenu indestructible. Nous avions traversé l'enfer ensemble et nous en étions sortis plus forts. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Et puis, il y avait Didier Marchand, mon meilleur ami depuis l'armée. On s'était rencontrés pendant notre service militaire, en 1979, dans une caserne près de Strasbourg. Il faisait un froid à geler les os, et on partageait la même chambre avec 6 autres types qui ronflaient comme des locomotives. Didier, lui, ne ronflait pas. Il lisait des bandes dessinées sous sa couverture avec une lampe de poche, et quand il m'a vu le regarder, il m'a fait un clin d'œil et m'a tendu un astérix. « Tiens », m'a-t-il dit, « ça aide à passer le temps. » À partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté. 45 ans d'amitié, 45 ans de dimanche, à regarder le rugby ensemble, de vacances en famille, de coups de fil à minuit, quand l'un de nous avait besoin de parler. Didier était le parrain de ma fille Sophie. J'étais le témoin à son mariage avec Martine, qu'il a quitté 10 ans plus tard pour un professeur de yoga. Quand Martine est partie, c'est chez moi que Didier est venu pleurer. C'est dans ma cuisine qu'il a vidé 3 bouteilles de vin, en répétant qu'il ne comprenait pas, qu'il avait tout donné, qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Et c'est moi qui lui ai dit « Tu n'as rien fait de mal, Didier. Parfois les gens changent, parfois l'amour meurt, ce n'est pas ta faute. » J'aurais dû me méfier, peut-être. J'aurais dû voir les signes. Mais comment soupçonner son meilleur ami? Comment imaginer que l'homme avec qui on a construit sa maison, littéralement, brique par brique, puisse vous poignarder dans le dos? Parce que oui, on a construit cette maison ensemble, notre maison, celle de Brigitte et moi. En 1995, on avait enfin assez d'économies pour acheter un terrain dans un petit village à 40 km de Bordeaux.
Le terrain était magnifique, avec des chênes centenaires et une vue sur les vignobles qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Mais on n'avait pas assez d'argent pour payer un entrepreneur pour construire la maison entière. Alors Didier, qui avait toujours été habile de ses mains, a proposé de nous aider. Pendant 3 ans, chaque week-end, on a travaillé sur cette maison. On a coulé les fondations ensemble, mélangé le ciment, posé les briques une par une. Brigitte nous apportait du café le matin et de la limonade l'après-midi. Elle nous regardait travailler en riant, en disant qu'on ressemblions à 2 gamins jouant au Lego géant. Le soir, on mangeait tous les 3 sur le chantier, assis sur des seaux retournés, couverts de poussière et de sueur, mais heureux. Tellement heureux. Je me souviens d'un soir en particulier. On venait de finir la toiture. Le soleil se couchait sur les vignobles, peignant le ciel en orange et rose. Brigitte avait ouvert une bouteille de champagne pour fêter ça. On a trinqué tous les 3, et Didier a dit « à notre maison ». Et je n'ai pas corrigé, je n'ai pas dit « ma maison » ou « notre maison à Brigitte et moi ». J'ai souri et j'ai répété « à notre maison » parce que c'est ce que c'était. Une maison construite par 3 personnes qui s'aiment, chacune à sa façon. Quelle ironie quand j'y pense aujourd'hui. Le jour où tout a basculé, c'était un mardi de septembre. J'étais supposé être à Lyon pour une conférence sur les nouvelles réglementations fiscales. Passionnant, je sais. Mais la conférence a été annulée à la dernière minute, un problème de salle, ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de rentrer plus tôt. Je me disais que ça ferait plaisir à Brigitte, qu'on pourrait peut-être aller dîner quelque part, profiter de cette soirée imprévue ensemble. J'ai conduit 4 heures sur l'autoroute, le cœur léger, en écoutant de vieux morceaux de jazz à la radio. Quand je suis arrivé devant notre maison, il faisait déjà nuit. J'ai remarqué tout de suite la voiture de Didier garée dans l'allée. Ce n'était pas inhabituel. Didier passait souvent à la maison, surtout depuis son divorce. Brigitte l'invitait régulièrement à dîner, pour qu'il ne soit pas seul, disait-elle. J'ai trouvé ça normal pendant des années, généreux même. Ma femme avait bon cœur, pensais-je. Je suis entré par la porte de derrière, celle qui donne sur la cuisine. Je voulais leur faire la surprise. J'imaginais déjà leur tête quand ils me verraient débarquer avec mon sac de voyage et mon sourire fatigué. La lumière de la cuisine était allumée. Je me suis approché doucement, sans faire de bruit. Et c'est là que je les ai vus. Ils n'étaient pas au lit. Ça aurait presque été plus facile, je crois, de les trouver au lit. Non, ils étaient dans la cuisine. Ma cuisine. Cette cuisine que j'avais payée avec mes heures supplémentaires, dont j'avais choisi chaque carrelage avec Brigitte un dimanche pluvieux de novembre. Brigitte était assise sur le comptoir, les jambes ballantes, comme une adolescente. Didier était debout devant elle, entre ses genoux, et elle le nourrissait. Elle prenait des morceaux de fromage sur une assiette et les portait à sa bouche, doucement, tendrement, en lui caressant la joue de l'autre main. Ce n'était pas du sexe, c'était pire que du sexe. C'était de l'intimité. Cette intimité tranquille, quotidienne, qui ne s'improvise pas, qui se construit sur des semaines, des mois, peut-être des années de secrets partagés. Je suis resté figé derrière la fenêtre pendant je ne sais combien de temps. 1 minute, 10 minutes, je ne sais pas. Mon cerveau refusait de traiter ce que mes yeux voyaient. C'était comme regarder un film en langue étrangère sans sous-titres. Les images étaient en clair, mais le sens m'échappait. Et puis Brigitte a ri. Ce rire que j'avais aimé pendant 38 ans. Ce rire qui remplissait les pièces. Elle a ri en regardant Didier, et quelque chose s'est brisé en moi. Pas mon cœur, non, mon cœur.
Je l'ai senti se fissurer bien plus tard, dans les semaines qui ont suivi. Ce qui s'est brisé à ce moment-là, c'était l'illusion. L'illusion que ma vie avait un sens. L'illusion que j'avais été heureux. J'ai ouvert la porte. Ils se sont retournés tous les deux. Le visage de Brigitte est passé par plusieurs expressions en une fraction de seconde. La surprise, la peur, puis quelque chose qui ressemblait à du soulagement, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. Comme si mon arrivée la libérait d'un poids. Didier, lui, n'a pas bougé. Il est resté là, debout, les bras le long du corps, sans même qu'essayer de s'écarter de ma femme. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il a fixé un point quelque part, au-dessus de mon épaule, comme s'il y avait quelque chose de fascinant sur le mur derrière moi. « Michel » a commencé Brigitte. J'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne voulais pas entendre d'excuses. Je ne voulais pas entendre d'explications. Je voulais juste comprendre une chose. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé. Ma voix était calme, étrangement calme, comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Brigitte a hésité. Elle a regardé Didier, puis moi, puis à nouveau Didier. Et c'est lui qui a répondu, toujours sans me regarder. 2 ans, 730 jours, 17 520 heures. Je les ai comptés plus tard, dans ma tête, pendant une de ces nuits où le sommeil ne venait pas. Pendant 200, j'avais dormi à côté d'une femme qui en aimait un autre. Pendant 2 ans, j'avais serré la main de mon meilleur ami en ignorant qu'il me trahissait. Pendant 2 ans, j'avais été l'idiot du village, le cocu qui ne sait rien, le comptable qui compte tout, sauf ce qui compte vraiment. « Tu comprends, Michel ?» a dit Brigitte en descendant du comptoir. « Didier me fait me sentir vivante. Toi, tu n'es qu'un comptable. Tu comptes tout sauf ce qui compte vraiment. » C'est là qu'elle l'a dit, cette phrase qui me hantera jusqu'à ma mort. Et le pire, c'est qu'elle semblait sincèrement croire me faire une faveur en me l'expliquant. Comme si j'étais trop bête pour comprendre par moi-même pourquoi je méritais d'être trahi. J'ai regardé Didier, mon ami, mon frère de cœur. L'homme avec qui j'avais construit cette maison où il se tenait maintenant, dans ma cuisine, avec ma femme. « Tu n'as rien à dire ?» lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Ce simple geste m'a fait plus mal que toutes les paroles de Brigitte. Un haussement d'épaules, comme si notre amitié de 45 ans ne méritait pas mieux que ça. « Je suis désolé, Michel, » a-t-il dit finalement. « Mais le cœur veut ce que le cœur veut. Le cœur veut ce que le cœur veut. » J'ai failli éclater de rire. Cette phrase de carte postale, ce cliché de magazine féminin, c'était tout ce qu'il trouvait à dire pour justifier sa trahison. 45 ans d'amitié, balayés par une phrase que n'importe quel adolescent aurait pu trouver. Et puis, il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a tendu la main vers moi, paume ouverte. « Les clés ?» a-t-il dit. J'ai cru avoir mal entendu. Pardon. Les clés de la maison. Brigitte et moi, on va vivre ici, maintenant. Tu peux prendre tes affaires ce soir, mais la maison est à son nom. Tu n'as plus rien à faire, ici. J'ai regardé Brigitte. Elle a hoché la tête, confirmant les paroles de Didier, sans un mot d'excuse, sans une larme. Elle se tenait là, droite, les bras croisés, attendant que je lui remette les clés de ma propre maison. Ma propre maison, celle que j'avais construite de mes mains, celle pour laquelle j'avais travaillé pendant des décennies, celle où ma fille avait fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots, soufflé ses bougies d'anniversaire année après année. Et maintenant, on me la prenait, comme ça, en 5 minutes et 3 phrases.
J'ai sorti les clés de ma poche. Je les ai regardées un long moment. Le porte-clés était un petit phare en métal que Sophie m'avait offert pour la fête des pères quand elle avait 8 ans. « Pour que tu retrouves toujours ton chemin, papa », m'avait-elle dit. J'ai détaché le phare et je l'ai mis dans ma poche. Puis, j'ai tendu les clés à Didier. Il les a prises sans me remercier. Cette nuit-là, j'ai fait ma valise en silence. Brigitte est restée dans le salon avec Didier. Je les entendais chuchoter, parfois rire doucement. Il ne se cachait même plus. Pourquoi l'aurait-il fait? Le spectacle était terminé. Le comptable avait enfin compris ce que tout le monde savait, sauf lui. J'ai pris quelques vêtements, mes papiers importants, quelques photos. En passant devant le salon, je me suis arrêté. Brigitte était assise sur le canapé, la tête sur l'épaule de Didier. Ils regardaient la télévision, comme un vieux couple, comme si c'était leur salon depuis toujours. 38 ans, ai-je dit. Brigitte a levé les yeux vers moi. Quoi? 38 ans de mariage, et c'est comme ça que ça finit. Avec toi sur le canapé, et moi dehors, avec une valise. Elle a eu l'audace de soupirer, comme si je l'ennuyais. Ne fais pas de drame, Michel, on n'est plus des enfants. Les gens changent, les sentiments évoluent. C'est la vie, ai-je répété. Puis je suis parti. Je suis descendu à l'hôtel cette nuit-là, un petit hôtel près de la gare, avec des draps qui sentaient la lessive industrielle et des murs si fins qu'on entendait le voisin se retourner dans son lit. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis sur le bord du lit, à regarder mes mains, ces mains qui avaient posé les briques de cette maison, ces mains qui avaient tenu celles de Brigitte pendant 38 ans, ces mains qui n'avaient maintenant plus rien à tenir. Les semaines qui ont suivi sont floues dans ma mémoire. Je me souviens d'avoir trouvé un petit appartement à louer dans le centre-ville. Je me souviens d'avoir signé des papiers chez l'avocat, des papiers qui officialisaient la fin de mon mariage. Je me souviens des coups de fil de ma fille Sophie, sa voix tremblante me demandant si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, si elle devait venir. « Je vais bien », lui disais-je, « ne t'inquiète pas pour moi ». C'était un mensonge, bien sûr. Je n'allais pas bien du tout. Je mangeais à peine. Je dormais encore moins. Je passais mes journées assis dans ce petit appartement gris, à regarder les murs et à essayer de comprendre comment ma vie avait pu basculer si vite. Le divorce a été rapide et brutal. Brigitte avait une amie avocate, une certaine maître de la Croix, qui s'est fait un plaisir de m'arracher tout ce qu'elle pouvait. La maison était effectivement au nom de Brigitte, un choix que nous avions fait des années plus tôt pour des raisons fiscales que j'avais moi-même suggérées. Quelle ironie! Le comptable est piégé par ses propres conseils. Les négociations ont duré 3 mois. 3 mois de lettres recommandées, de rendez-vous chez les avocats, de documents à signer. Chaque fois que je croyais que c'était terminé, Maître Delacroix trouvait une nouvelle raison de prolonger les procédures. Elle voulait la moitié de ma retraite. Elle voulait une compensation pour les années sacrifiées. Elle voulait que je paie les frais de justice. Elle voulait. Mon propre avocat, un homme fatigué qui semblait avoir perdu toute illusion sur la nature humaine, me conseillait de céder. « Monsieur Renard, me disait-il, vous pouvez vous battre, mais ça vous coûtera plus cher en frais juridiques que ce que vous récupérerez. Parfois, il vaut mieux couper ses pertes et avancer. » Couper ses pertes. Comme si 38 ans de mariage n'étaient qu'une ligne dans un bilan comptable. Comme si les souvenirs, les espoirs, les rêves partagés
pouvait se réduire à une somme d'argent à négocier. J'ai perdu la maison. J'ai perdu la moitié de mes économies. J'ai perdu mes meubles, mes livres, mes souvenirs. Tout ce qui restait de 38 ans de vie commune tenait maintenant dans quelques cartons, empilés dans le coin de mon appartement. Et le pire, c'est que personne ne semblait trouver ça injuste. Nos amis communs, ces couples avec qui nous avions dîné pendant des décennies, ont tous pris le parti de Brigitte et Didier. C'est la vie, disait-il. L'amour est imprévisible. Au moins, tout le monde est honnête maintenant. Honnête, ce mot me faisait mal à chaque fois que je l'entendais. Honnête, après 2 ans de mensonges. Honnête, après avoir bâti une relation secrète dans mon dos. Honnête, après m'avoir jeté de ma propre maison. Peu à peu, j'ai cessé de répondre aux appels de ces soi-disant amis. Je n'avais plus rien à leur dire. Ils avaient choisi leur camp, et ce n'était pas le mien. 4 mois après mon départ, Brigitte et Didier se sont mariés. J'ai appris la nouvelle par Sophie, qui ne savait pas comment me l'annoncer et qui a fini par me l'envoyer par texto, suivi d'une dizaine de messages s'excusant de ne pas avoir trouvé de meilleure façon de me le dire. Ils se sont mariés dans notre église, l'église où nous nous étions mariés, Brigitte et moi, 38 ans plus tôt. Les mêmes bancs, les mêmes vitraux, probablement le même prêtre, comme si notre mariage n'avait jamais existé, comme si on pouvait simplement effacer 38 ans et recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. J'ai passé cette journée-là seul dans mon appartement. J'ai ouvert une bouteille de vin, un Bordeaux 2015 que je gardais pour une occasion spéciale. Je l'ai bu entière, verre après verre, en regardant le plafond et en me demandant ce que j'avais fait pour mériter ça. La réponse, bien sûr, c'est que je n'avais rien fait. Ou plutôt, j'avais fait exactement ce qu'on attendait de moi. J'avais été un bon mari, un bon père, un bon ami. J'avais travaillé dur, j'avais été fidèle, j'avais été présent. Et en retour, on m'avait jeté comme un vieux meuble dont on n'a plus besoin. Les mois ont passé, l'hiver est arrivé, puis le printemps. Je me suis habitué à ma nouvelle vie, cette vie solitaire dans mon petit appartement. J'ai appris à cuisiner pour une personne, à faire ma lessive moi-même, à supporter le silence des soirées sans personne à qui parler. J'ai adopté Voltaire, le labrador, dans un refuge près de chez moi. Il avait 7 ans, et personne n'en voulait, parce qu'il était vieux et qu'il boitait un peu de la patte arrière. Ça m'a fait penser à moi. Sophie venait me voir tous les dimanches. Elle m'apportait des gâteaux qu'elle faisait elle-même et des nouvelles du monde extérieur que je n'avais plus envie d'entendre. Elle essayait de ne pas parler de sa mère, mais parfois, ça lui échappait. Brigitte avait redécoré la maison. Brigitte avait acheté une nouvelle voiture. Brigitte et Didier partaient en croisière pour leur lune de miel. Je hochais la tête et je changeais de sujet. Et puis, un jour, environ 8 mois après le début de ma nouvelle vie, j'ai reçu un appel d'un ancien collègue, Marc Bernier, un conseiller en investissement, avec qui j'avais travaillé pendant des années. On n'était pas vraiment amis, mais on se respectait professionnellement. Il m'appelait de temps en temps pour prendre des nouvelles ou me demander conseil sur un dossier compliqué. « Michel, m'a-t-il dit ce jour-là, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais j'ai entendu quelque chose qui pourrait te concerner. » J'étais assis dans mon salon, Voltaire couché à mes pieds. « Je t'écoute. C'est à propos de Didier Marchand. Tu sais, ton ancien... Enfin, tu vois qui je veux dire. » Mon ancien ami. Oui, je voyais très bien. Ce nom me faisait encore mal quand je l'entendais, comme une vieille blessure qui ne guérit jamais complètement.
Il a fait des investissements assez risqués ces derniers temps, a continué Marc. Du levier, des produits structurés, ce genre de choses. Un de mes clients est dans le même fonds que lui, et il m'a dit que ça sentait le roussi. Je n'ai rien dit. Mon cœur s'était mis à battre un peu plus vite, mais je n'ai rien laissé paraître dans ma voix. J'ai appris, il y a longtemps, à contrôler mes émotions, à garder un visage impassible même quand tout s'effondre à l'intérieur. C'est une compétence utile dans mon métier. C'est devenu une seconde nature. Didier a toujours eu tendance à voir grand, ai-je dit prudemment. Ce n'est pas nouveau. Non, mais cette fois c'est différent, Michel. Ce n'est pas juste de l'optimisme ou de l'ambition. C'est de l'imprudence pure. Il a mis des sommes colossales dans des produits que même moi, avec 30 ans d'expérience, je ne toucherai pas avec des pincettes. On parle de fonds spéculatifs basés aux Caïmans, de crypto-monnaies obscures, de start-up qui n'ont jamais fait un centime de bénéfice. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas de la satisfaction, pas encore. Plutôt une sorte de curiosité morbide, comme quand on ne peut pas s'empêcher de regarder un accident de voiture sur le bord de la route. Et tu sais le pire, a ajouté Marc. Il a mis la maison en garantie. Tu sais, la belle maison près des vignobles, celle que tu avais construite avec lui, d'après ce qu'on m'a dit. La maison, ma maison, celle où j'avais versé ma sueur et mes rêves, celle qu'on m'avait arrachée comme on arrache une dent pourrie, celle où Brigitte et Didier vivaient maintenant leur petite vie de voleurs heureux. Tu es sûr de ce que tu avances ? Ai-je demandé. Certain. C'est dans les registres publics. Il a contracté un prêt hypothécaire de 400 000 € il y a 6 mois, garanti par la maison. Et avec la façon dont ses investissements plongent, il ne pourra jamais rembourser. C'est mathématique. Mathématique, un mot que j'aimais, un mot honnête. J'ai remercié Marc et j'ai raccroché. Puis je suis resté assis là, dans le silence de mon appartement, pendant une bonne heure. Voltaire est venu poser sa tête sur mes genoux, comme s'il sentait que quelque chose d'important venait de se passer. Didier avait toujours été impulsif avec l'argent. C'était une des raisons pour lesquelles je gérais les finances quand on faisait des projets ensemble. Il voulait toujours aller plus vite, prendre plus de risques, miser plus gros. Et moi, le comptable, je le freinais. Je lui expliquais les dangers, je lui montrais les chiffres, je le convainquais de rester prudent. Mais maintenant, il n'y avait plus de comptable pour le freiner. Il n'y avait que Brigitte, qui n'avait jamais compris grand-chose aux finances et qui faisait confiance aveuglément à l'homme qu'elle aimait. J'ai fait quelques recherches supplémentaires. Didier avait investi dans des crypto-monnaies, dans des start-up technologiques dont personne n'avait entendu parler, dans des fonds spéculatifs à effet de levier qui promettaient des rendements de 20% par an. Le genre de promesse que tout conseiller financier, digne de ce nom, sait être des arnaques déguisées. Mais Didier n'avait jamais eu de conseiller financier. Il m'avait eu, moi. Et maintenant, il n'avait plus personne pour lui dire que ces chiffres étaient trop beaux pour être vrais. J'ai aussi découvert qu'il avait emprunté de l'argent à plusieurs connaissances, promettant de les rembourser avec les bénéfices de ses investissements miraculeux. L'un de ses prêteurs était un cousin de Brigitte, un homme que j'avais rencontré à plusieurs reprises lors de réunions de famille. Il avait prêté 50 000 € à Didier, persuadé de doubler sa mise dans quelques mois. Il ne reverrait jamais cet argent. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pas à cause de la douleur cette fois, mais à cause de quelque chose d'autre. Une idée qui germait dans ma tête, lentement, comme une graine qu'on arrose jour après jour. J'ai commencé à tenir un journal.
pas un journal intime où j'écrirais mes sentiments. Non. Un journal de comptable. Chaque jour, je notais les informations que je trouvais sur la situation financière de Didier, les dates, les montants, les sources. Je constituais un dossier, méthodiquement, sans précipitation, comme je l'avais fait pendant 42 ans pour mes clients. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je préfère une autre métaphore. La vengeance, c'est comme le vin. Il faut savoir attendre. Il faut le laisser mûrir, développer ses arômes, atteindre sa plénitude. Un bon vin bu trop tôt est un gâchis. Un bon vin bu au bon moment est un chef-d'œuvre. Et moi, j'avais toujours été patient. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à faire ce que je savais faire de mieux. Compter. J'ai épluché les registres publics, les avis de publication légale, les annonces d'enchères judiciaires. J'ai suivi l'évolution des marchés financiers, particulièrement les secteurs où Didier avait investi. J'ai fait des calculs, des projections, des estimations. Les chiffres ne mentent jamais. Et les chiffres me disaient que Didier Marchand courait droit vers le mur. Les investissements qu'il avait choisis étaient des bombes à retardement, des produits à effet de levier qui pouvaient multiplier les gains, certes, mais qui pouvaient aussi multiplier les pertes. Et le marché, ces derniers mois, n'était pas clément. Les cours chutaient, les fonds s'effondraient, les investisseurs paniquaient. J'ai calculé que Didier perdrait tout d'ici 6 mois, peut-être moins s'il continuait à doubler ses mises comme un joueur désespéré au casino. Et quand il perdrait tout, la banque saisirait la maison, ma maison. C'est à ce moment-là que j'ai appelé Gérard Thibault. Gérard était un ancien collègue, devenu notaire, après avoir pris sa retraite de la finance. C'était aussi le seul de mes anciens amis qui ne m'avait pas tourné le dos quand Brigitte et Didier avaient annoncé leur relation. C'est leur relation. Il m'avait appelé le lendemain de la nouvelle, simplement pour me dire « Michel, si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Je n'avais jamais fait appel à lui, jusqu'à maintenant. On s'est retrouvés dans un café près de son étude. Gérard avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu. Et ses cheveux étaient complètement blancs maintenant. Mais ses yeux avaient toujours cette lueur vive que j'avais toujours appréciée. Il portait un costume 3 pièces, impeccable, comme toujours. Gérard était le genre d'homme qui s'habillait comme s'il allait à un mariage même pour aller acheter du pain. « Michel, » m'a-t-il dit en me serrant la main avec une poigne ferme, « tu as une mine affreuse. » « Merci, Gérard. Toi aussi, tu as l'air en forme. » Il a ri, ce rire de baryton qui lui était si caractéristique. « Je plaisante. Tu as l'air d'un homme qui a traversé l'enfer mais qui en est sorti debout. C'est déjà pas mal. » On s'est installé à une table dans un coin tranquille. Le café sentait le vieux bois et le tabac froid, une odeur que j'associais à une époque révolue, où les hommes venaient ici pour parler affaires et fumer des cigares. Maintenant, c'était surtout des retraités qui venaient lire le journal et regarder le temps passer. « J'ai suivi ce qui t'est arrivé, » a dit Gérard, en commandant 2 expressos, Brigitte et Didier. « Sale histoire. » J'ai hoché la tête. Je n'avais pas envie de parler des détails. Gérard avait compris l'essentiel, et c'était suffisant. « Tu sais, » a-t-il continué en baissant la voix, « j'ai toujours trouvé que Brigitte avait quelque chose de, comment dire, d'insatisfait, comme si elle attendait toujours quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Je ne voulais rien dire à l'époque, ce n'était pas ma place. Mais maintenant que c'est fait, » il a laissé sa phrase en suspens. Je savais ce qu'il voulait dire. Brigitte n'avait jamais été vraiment satisfaite. Pas avec moi, en tout cas. Peut-être avec personne.
Alors qu'est-ce qui t'amène? Tu ne m'as pas appelé juste pour prendre un café, je suppose. » J'ai pris une inspiration. Ce que j'allais lui demander était risqué. Si Gérard refusait, si la nouvelle se répandait, tout mon plan tomberait à l'eau. « J'ai besoin de créer une société, » ai-je dit. Gérard a haussé un sourcil. « Une société? Pour faire quoi? Pour acheter une maison. » Il m'a regardé un long moment, ses yeux plissés comme s'il essayait de lire mes pensées. Gérard avait toujours été perspicace. C'était un de ses talents. Cette maison ne serait pas celle que Brigitte et son nouveau mari occupent actuellement par hasard. Je n'ai pas répondu. Mon silence était suffisamment éloquent. Gérard a soupiré. « Michel, je ne vais pas te faire la morale. Tu es un adulte, tu fais ce que tu veux. Mais je dois te poser une question. Est-ce vraiment ce que tu veux? Parce que la vengeance, ça peut sembler satisfaisant sur le moment, mais ça laisse un goût amer à la fin. » J'ai réfléchi à sa question. Est-ce que c'était vraiment ce que je voulais? Pendant des mois, je n'avais voulu qu'une chose, oublier. Oublier Brigitte, oublier Didier, oublier cette maison, oublier toute cette vie qui m'avait été volée. Mais on ne peut pas oublier 38 ans de sa vie. On ne peut pas effacer 45 ans d'amitié. Ces souvenirs font partie de nous, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit finalement, c'est de l'équilibre. Gérard m'a regardé, attendant que je développe. Toute ma vie, j'ai cherché l'équilibre, ai-je expliqué. Dans les comptes, dans les finances, dans les relations. Quand quelque chose est déséquilibré, ça me dérange, ça me gratte, comme une étiquette qui frotte dans le dos d'un pull. Ce qu'ils m'ont fait, Brigitte et Didier, c'était un déséquilibre massif. Ils ont pris tout ce que j'avais construit, et ils se le sont approprié. Et moi, je suis resté là, les mains vides, à regarder ma vie s'effondrer. J'ai marqué une pause. Le café était presque vide à 7 heures. Une serveuse nettoyait les tables à l'autre bout de la salle, indifférente à notre conversation. « Je ne veux pas les détruire, » ai-je continué. « Je veux juste rétablir l'équilibre, récupérer ce qui m'appartient. Pas par la violence, pas par la haine, par les chiffres, par la patience. Par tout ce qui fait de moi le comptable ennuyeux que Brigitte méprisait tant. » Gérard m'a observé un long moment. Puis il a souri, un de ces sourires qui disent qu'on vous comprend mieux que vous ne vous comprenez vous-même. « D'accord, » a-t-il dit, « je vais t'aider. » On a passé l'heure suivante à discuter des détails. La société serait une SCI, une société civile immobilière, immatriculé au nom d'un gérant fictif mais parfaitement légal. Gérard connaissait quelqu'un qui accepterait de servir de prête-nom pour une somme raisonnable. La société aurait un nom anodin, quelque chose qui n'éveillerait pas les soupçons. « Tu as une idée pour le nom ?» m'a demandé Gérard. J'ai réfléchi. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis souvenu d'une conversation avec mon père, des décennies plus tôt. On était dans sa cave, il me montrait ses bouteilles de vin, m'expliquant la différence entre les cépages, les terroirs, les années, et il m'avait parlé des vendanges tardives, ces raisins qu'on laisse sur la vigne plus longtemps que les autres, jusqu'aux premières gelées de l'automne. Ces raisins donnaient des vins plus doux, plus complexes, plus précieux, parce qu'ils avaient eu le temps de mûrir. Les vendanges tardives, ai-je dit. Gérard a noté le nom sur son carnet. C'est poétique, ça me plaît. On s'est serré la main et on s'est quitté. En sortant du café, j'ai levé les yeux vers le ciel. Il faisait beau ce jour-là. Un de ces ciels d'automne d'un bleu si pur qu'on dirait qu'il a été peint. Je me suis senti différent,
Pas heureux, non, mais déterminé. Pour la première fois depuis des mois, j'avais un but. Les semaines ont passé. J'ai continué à surveiller les finances de Didier à travers les registres publics. Comme je l'avais prévu, ses investissements s'effondraient un par un. Chaque mois, il perdait un peu plus, et chaque mois, la banque se rapprochait un peu plus de la maison. Pendant ce temps, Sophie continuait à me rendre visite. Elle ne parlait presque plus de sa mère, mais je voyais bien que quelque chose la tracassait. Un dimanche, environ 3 mois après ma rencontre avec Gérard, elle a fini par cracher le morceau. « Papa », a-t-elle dit en posant sa tasse de café, « il faut que je te parle de quelque chose. » J'ai attendu, le cœur serré. J'avais peur qu'elle m'annonce une maladie, un problème avec son mari, quelque chose de grave. C'est à propos de maman et Didier, a-t-elle continué. J'ai senti mes épaules se tendre, malgré moi. Je t'écoute. Ils ne vont pas bien, papa. Je veux dire, leur couple ne va pas bien. Didier, il n'est pas celui que maman croyait. J'ai failli dire « quelle surprise », mais je me suis retenu. Il est au stressé tout le temps, a expliqué Sophie. Il crie sur maman pour rien. L'autre jour, quand je suis passé les voir, ils se disputaient à propos d'argent. Didier disait que maman dépensait trop, et maman répondait que c'était lui qui avait fait des investissements stupides. Ils ne m'ont même pas entendu entrer. Quand ils m'ont vu, ils ont fait comme si de rien n'était, mais j'ai bien vu qu'ils avaient à pleurer tous les deux. J'ai hoché la tête lentement. Tout se passait comme je l'avais prévu. Les chiffres ne mentent jamais. Et tu sais le pire, a ajouté Sophie, les yeux humides. Maman m'a demandé de l'argent. Elle m'a dit que c'était pour des travaux dans la maison, mais je sais que c'est faux. Je l'ai vu, papa. Elle a peur. Elle a peur de perdre tout ce qu'elle a. J'ai regardé ma fille, cette femme de 35 ans, qui avait encore parfois les yeux d'une petite fille perdue. Elle souffrait de cette situation, prise entre ses parents, essayant de rester loyale à tous les deux. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» ai-je demandé doucement. Sophie a secoué la tête. « Je ne sais pas, papa. Je ne te demande pas de leur pardonner. Je sais que c'est impossible. Mais peut-être que tu pourrais les aider. Juste un peu, pour que maman ne finisse pas à la rue. » J'ai regardé ma fille un long moment. Puis j'ai dit quelque chose que je regretterais peut-être, mais que je pensais sincèrement à ce moment-là. Je leur ai déjà tout donné, ma fille, ma jeunesse, ma maison, mon meilleur ami. Que reste-t-il à pardonner quand il ne reste plus rien à donner ? Sophie n'a rien répondu. Elle a juste hoché la tête, les larmes aux yeux, et elle est partie peu après. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à ce que Sophie m'avait dit. Brigitte avait peur. Brigitte souffrait. Une partie de moi, une petite partie enfouie tout au fond, ressentait encore quelque chose pour cette femme avec qui j'avais passé la moitié de ma vie. Pas de l'amour, non. L'amour était mort depuis longtemps, mais une sorte de pitié, peut-être, ou de compassion. Mais alors, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de son rire dans la cuisine, ce soir de septembre. Je me suis souvenu de sa voix, quand elle m'a dit que je n'étais qu'un comptable. Je me suis souvenu de son visage impassible quand Didier m'a demandé mes clés. Et la pitié s'est transformée en quelque chose d'autre. Pas de la haine, non. Quelque chose de plus froid, de plus patient. La patience est un outil. C'est ce que je disais à mes clients quand ils voulaient me vendre leurs actions au premier signe de baisse. La patience est un outil, et les outils les plus simples sont souvent les plus efficaces. 2 mois plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais.
C'était Gérard. « Michel, m'a-t-il dit, la maison vient d'être mise aux enchères judiciaires. La date est fixée au 15 septembre. » Le 15 septembre. J'ai vérifié sur mon calendrier, même si je le savais déjà. Le 15 septembre, c'était le jour de mon anniversaire de mariage avec Brigitte. Enfin, c'était le jour de ce qui aurait été notre 39e anniversaire de mariage si nous étions encore ensemble. Le destin a parfois un sens de l'humour cruel. La mise à prix est de 350 000 €, a continué Gérard. Mais avec le marché actuel, je pense qu'on peut l'avoir pour 400 000, peut-être 450, si quelqu'un d'autre s'y intéresse. J'avais l'argent. Avec ce qui me restait de mes économies et la vente de quelques placements que j'avais faits au fil des années, j'avais largement de quoi couvrir cette somme, et même plus. Fais le nécessaire, ai-je dit à Gérard. La nuit avant l'enchère, je n'ai pas dormi. Pas à cause de l'excitation ou de l'anticipation. Non, j'étais en proie au doute. Toute la nuit, je me suis retourné dans mon lit, me posant la même question, encore et encore. Est-ce que je devenais comme eux? Est-ce que la vengeance me transformait en quelqu'un que je méprisais? J'ai pensé à mon père, cet homme droit et honnête, qui m'avait appris que le plus important dans la vie, ce n'était pas ce qu'on avait, mais ce qu'on était. J'ai pensé à ma mère, qui me disait toujours de tendre l'autre joue, de pardonner à ceux qui nous font du mal. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé Gérard. Il a décroché à la 4e sonnerie, la voix ensommeillée. « Michel, il est 3 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe ?»« Je veux annuler, ai-je dit. L'enchère, la société, tout. Je veux tout annuler. » Il y a eu un long silence, à l'autre bout du fil. Puis, Gérard a parlé, sa voix claire, malgré l'heure tardive. « Michel, a-t-il dit calmement, je vais te poser une question, et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Est-ce que tu veux annuler parce que c'est la bonne chose à faire, ou parce que tu as peur de ce que ça dit sur toi? » J'ai réfléchi, longtemps. Je ne sais pas, ai-je fini par avouer. Alors laisse-moi te dire quelque chose, a continué Gérard. Tu ne leur fais pas de mal, Michel. Tu achètes une maison, c'est tout. Une maison qu'ils ont mise en jeu eux-mêmes, en faisant des choix stupides. Ce n'est pas toi qui as contracté ce prêt. Ce n'est pas toi qui as fait ces investissements désastreux. Ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes, c'est leur histoire, pas la tienne. J'ai fermé les yeux. Les mots de Gérard résonnaient dans ma tête. Et pour ce que ça vaut, a-t-il ajouté, je pense que tu n'es pas comme eux. Eux t'ont trahi par égoïsme, par désir, par mépris. Toi, tu cherches juste à récupérer ce qui t'appartenait. Ce n'est pas de la vengeance, Michel. C'est de la justice. Je n'ai pas annulé. Le jour de l'enchère, je ne suis pas allé au tribunal. C'est Gérard qui y est allé, en tant que représentant de la SCI Les Vendanges Tardives. Je suis resté chez moi, assis dans mon fauteuil, Voltaire à mes pieds, attendant le coup de téléphone qui changerait tout. La matinée a été interminable. J'ai essayé de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux sans que je puisse les retenir. J'ai essayé de regarder la télévision, mais le bruit m'irritait. J'ai fini par m'asseoir près de la fenêtre, regardant les gens passer dans la rue. Ces gens qui vaquaient à leurs occupations sans savoir que, quelque part dans un tribunal, une maison changeait de main et qu'une vie entière basculait. Vers midi, j'ai reçu un texto de Gérard. Enchère en cours, plusieurs intéressés, je gère. Ces quelques mots m'ont fait l'effet d'une décharge électrique. Plusieurs intéressés. Et si quelqu'un d'autre achetait la maison? Et si tout ce plan, ces mois de préparation, ces nuits d'insomnie, aboutissaient à rien?
J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, incapable de rester immobile. Voltaire me suivait du regard, la tête penchée, comme s'il se demandait ce qui pouvait bien mettre son maître dans un tel état. À 13h45, mon téléphone a sonné. J'ai décroché, avant même que la première sonnerie soit terminée. « C'est fait », a dit Gérard, « la maison est à toi ». J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assis sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille, incapable de prononcer un mot. « Michel, tu es là ?»« Oui », ai-je murmuré. « Je suis là. On l'a eu pour 420 000 €. Un autre acheteur a poussé jusqu'à 410 000. Mais il a lâché quand j'ai surenchéri. Pas de problème, c'est dans le budget. J'ai raccroché sans dire un mot. Puis je suis resté là, immobile, pendant je ne sais combien de temps. La maison était à moi. Cette maison que j'avais construite de mes mains. Cette maison où j'avais vécu mes plus belles années. Cette maison qu'on m'avait arrachée, comme on arrache un pansement. Elle était à moi. Voltaire est venu poser sa tête sur mes genoux. Je l'ai caressé machinalement, le regard perdu dans le vide. Je ne sais pas ce que je ressentais à ce moment-là. Du soulagement, certainement. De la satisfaction, peut-être, mais aussi quelque chose de plus sombre, de plus ambigu. La conscience que ce que j'avais fait n'était pas entièrement noble, que la ligne entre la justice et la vengeance était plus floue que je ne l'avais cru. J'ai pensé à ce que j'allais faire maintenant. J'aurais pu simplement garder la maison, la louer à quelqu'un d'autre, ou même la revendre. J'aurais pu couper tous les ponts avec Brigitte et Didier et les laisser se débrouiller avec leur nouvelle vie de sans-abri. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Je voulais qu'ils sachent, je voulais qu'ils comprennent, je voulais qu'ils voient, chaque jour, ce qu'ils avaient perdu en me trahissant. Une semaine après l'enchère, Brigitte et Didier ont reçu une lettre les informant qu'ils avaient 30 jours pour quitter la maison, désormais propriété de la SCI Pub et les vendanges tardives. D'après ce que m'a dit Gérard, ils ont d'abord cru à une erreur, puis ils ont commencé à paniquer. Ils ont essayé de contacter la SCI, mais le gérant prête-nom ne répondait pas à leurs appels. Ils ont engagé un avocat, mais l'avocat leur a dit qu'il n'y avait rien à faire. La vente était parfaitement légale. Et puis, un matin, ils ont compris. Je ne sais pas comment ils ont fait le lien. Peut-être que quelqu'un leur a parlé de moi et de Gérard. Peut-être qu'ils ont fait des recherches sur le nom de la société et qu'ils ont compris la référence au vin. Peut-être qu'ils ont simplement deviné. Parce qu'au fond d'eux, ils savaient que je n'avais pas disparu, que je les regardais, que j'attendais. Toujours est-il qu'un samedi après-midi, 3 semaines après l'enchère, j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai ouvert, et je les ai vus. Brigitte avait vieilli, pas de beaucoup, mais assez pour que je le remarque. Ses cheveux, autrefois soigneusement teints, avaient des racines grises. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient cernés et fatigués. Elle portait un manteau que je ne lui connaissais pas, un manteau bon marché qui ne lui allait pas. Didier, lui, avait l'air d'un homme brisé. Il se tenait voûté, les épaules tombantes, comme si le poids du monde reposait sur lui. Son visage était creusé, ses joues affaissées. Il avait perdu au moins 10 kilos depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il se tenait là, sur le seuil de mon petit appartement, et il me regardait avec des yeux de chien battus. « Michel », a dit Brigitte. Sa voix était rauque, comme si elle avait pleuré. Peut-être qu'elle avait pleuré, je m'en fichais. « Brigitte », ai-je répondu. « Didier. » Je n'ai pas bougé de l'encadrement de la porte. Je ne les ai pas invités à entrer. Je les ai juste regardés, attendant qu'ils parlent. « On sait que c'est toi », a dit Didier.
Sa voix était faible, presque un murmure. « On sait que tu as acheté la maison. » J'ai hoché la tête lentement. « C'est exact. Michel, s'il te plaît, » a imploré Brigitte. « On peut s'arranger. C'est notre maison. On l'a construite ensemble. Tu te souviens ? » Je me suis souvenu. Oh oui, je me suis souvenu. Je me suis souvenu de chaque brique, de chaque sac de ciment, de chaque week-end passé à travailler sous le soleil. Je me suis souvenu du rire de Brigitte, de la poignée de main de Didier, de ce sentiment de fierté quand on avait posé la dernière tuile sur le toit. Je me souviens de chaque brique, Didier, ai-je dit. Je me souviens aussi du jour où tu m'as pris mes clés. Didier a baissé les yeux. Il n'a pas essayé de se défendre. Michel, a repris Brigitte, je sais qu'on t'a fait du mal. Je sais qu'on n'avait pas le droit. Mais on peut pas. On peut pas perdre cette maison. C'est tout ce qu'on a. J'ai failli rire. Tout ce qu'ils avaient, cette maison qu'ils m'avaient volée, était tout ce qu'ils avaient. Et ils venaient me supplier de la leur laisser. Qu'est-ce que vous voulez, exactement ? Ai-je demandé. Ils se sont regardés, Brigitte et Didier. Un regard de conspirateurs, de complices. Le même genre de regard qu'ils avaient dû échanger des centaines de fois dans mon dos, pendant 2 ans. « On veut rester dans la maison », a dit Brigitte. « On peut te payer un loyer. Pas beaucoup, mais quelque chose. S'il te plaît, Michel. Juste donne-nous une chance. » Je les ai regardés longuement. Ces 2 personnes qui m'avaient trahi, humilié, dépouillé. Ces 2 personnes qui m'avaient jeté de ma propre maison comme un vieux chien dont on ne veut plus. Et maintenant, ils étaient là, devant moi, me suppliant de leur accorder une faveur. J'aurais pu les envoyer au diable, j'aurais pu leur claquer la porte au nez et les laisser se débrouiller. C'est ce qu'ils méritaient, après tout. Mais je ne l'ai pas fait. « Entrez », ai-je dit. Ils sont entrés dans mon appartement, mal à l'aise, regardant autour d'eux comme s'ils découvraient un pays étranger. Brigitte a jeté un œil à mes meubles modestes, à mes murs nus, à Voltaire qui les observait depuis son coin. « Asseyez-vous », ai-je dit en désignant le canapé. Ils se sont assis, serrés l'un contre l'autre comme des enfants punis. Je suis resté debout, les bras croisés. « Voilà ce que je vous propose », ai-je commencé. « Vous pouvez rester dans la maison. » J'ai vu le soulagement envahir leur visage. Brigitte a même esquissé un sourire. « Mais, » ai-je continué, et le sourire s'est évanoui. « Pas comme locataire, comme gardien. » Il y a eu un silence. Brigitte a froncé les sourcils. « Gardien ? » « C'est exact. Vous vivrez dans la maison, gratuitement. En échange, vous l'entretiendrez. Vous ferez le ménage, le jardinage, les petites réparations. Vous veillerez à ce que tout soit impeccable. Et quand je déciderai d'y venir, pour les vacances ou pour des réunions de famille, vous vous assurerez que tout soit prêt pour me recevoir. » Didier a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Brigitte, elle, avait l'air d'avoir reçu une gifle. « Tu veux qu'on soit tes domestiques ?» a-t-elle murmuré. « Je veux que vous preniez soin de la maison que vous avez failli détruire ?» ai-je répondu calmement. « Je vous offre un toit et une chance de vous racheter. C'est plus que ce que vous m'avez offert quand vous m'avez mis à la porte. » Il y a eu un long silence. Brigitte et Didier se sont regardés, communiquant en silence, comme ils avaient dû le faire tant de fois pendant leur liaison secrète. « Et si on refuse ?» a demandé Didier d'une voix faible. J'ai haussé les épaules. « Alors vous avez 30 jours pour partir. Vous trouverez peut-être un appartement quelque part, ou peut-être pas. Ce n'est plus mon problème. » Brigitte a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Pour la première fois depuis le début de cette conversation, j'ai ressenti quelque chose.
Pas de la pitié, non. Plutôt une sorte de satisfaction mélancolique, comme quand on termine un puzzle difficile et qu'on regarde l'image complète pour la première fois. « D'accord », a-t-elle dit finalement. « On accepte. » Didier a hoché la tête, vaincu. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai sorti un document que j'avais préparé à l'avance. Un contrat, rédigé par Gérard, stipulant les termes de notre arrangement. Je leur ai tendu un stylo. « Signé ici et ici », ai-je dit. Ils ont signé sans même lire le document. Je ne sais pas s'ils étaient trop désespérés ou trop honteux pour discuter. Peu importe. Le résultat était le même. Quand ils se sont levés pour partir, je les ai arrêtés. Une dernière chose, ai-je dit. Ils se sont retournés, attendant. Vous vous souvenez de notre anniversaire de mariage ? 39 ans, ça aurait été le 15 septembre. Brigitte a pâli. Elle se souvenait. C'est le jour de l'enchère, ai-je continué. Le jour où j'ai racheté la maison. Je trouvais ça approprié. Ils n'ont rien dit. Ils sont partis, la tête basse, comme des condamnés quittant le tribunal après le verdict. Le lendemain, j'ai fait livrer quelque chose à la maison. Un colis, pas très grand, soigneusement emballé. À l'intérieur, il y avait une bouteille de vin, un Bordeaux de 2019, l'année où ils avaient commencé leur liaison. L'année où ma vie avait commencé à s'effondrer sans que je le sache. Avec la bouteille, il y avait une carte. Sur la carte, j'avais écrit 3 mots. Le vin a mûri. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux pendant plusieurs semaines après ça. Sophie m'a dit qu'ils avaient emménagé dans leur nouveau rôle de gardien sans faire d'histoire. Brigitte faisait le ménage tous les jours. Didier s'occupait du jardin. Il ne se plaignait pas. Parfois, Sophie me regardait avec une expression étrange, un mélange de fierté et d'inquiétude. Je savais qu'elle ne savait pas quoi penser de ce que j'avais fait. D'un côté, sa mère avait un toit. De l'autre, sa mère était devenue la servante de son père. C'était compliqué. Mais la vie est compliquée. L'amour est compliqué. La justice aussi. Le premier Noël après ces événements, j'ai décidé de faire les choses en grand. J'ai invité Sophie, son mari et leurs 2 enfants à passer les fêtes dans la maison, ma maison. Pour la première fois depuis 3 ans, j'allais y retourner. Quand je suis arrivé, la maison était impeccable. Brigitte avait décoré le sapin, préparé la chambre d'amis, fait briller chaque surface. Didier avait déblayé la neige de l'allée et taillé les haies du jardin. Ils m'ont accueilli à la porte, tous les 2, comme des employés, accueillant leur patron. C'était surréaliste. Cette femme avec qui j'avais partagé 38 ans de ma vie me faisait maintenant la révérence. Cet homme avec qui j'avais construit cette maison me demandait maintenant si je voulais qu'il prenne ma valise. « Merci Didier », ai-je dit. « Tu peux la monter dans la chambre principale. » La chambre principale, celle où Brigitte et moi avions dormi pendant 20 ans, celle où elle avait ensuite dormi avec Didier, et maintenant, c'était ma chambre à nouveau. Le dîner de Noël a été étrange. Sophie et son mari essayaient de faire la conversation, de maintenir une ambiance festive. Mes petits-enfants, trop jeunes pour comprendre la complexité de la situation, jouaient avec leurs nouveaux jouets sous le sapin. Et Brigitte servait les plats, allant et venant, entre la cuisine et la salle à manger, sans jamais s'asseoir à table. Je l'observais du coin de l'œil. Elle portait un tablier blanc sur une robe simple, celle qu'elle mettait autrefois pour les grandes occasions. Mais ce soir, elle n'était pas l'hôtesse. Elle était le personnel de service. Et je voyais, à la façon dont ses mains tremblaient
légèrement quand elle posait les plats sur la table, que cette situation lui coûtait. Didier, lui, avait préféré rester dehors. Il avait dit qu'il devait finir de déneiger l'allée, mais je savais que c'était une excuse. Il ne supportait pas de me voir assis à la place d'honneur, dans cette maison qu'il avait cru pouvoir me voler. Sophie m'a regardé à plusieurs reprises pendant le repas, comme si elle cherchait à lire mes pensées. Je lui ai souri, un sourire qui se voulait rassurant. Elle ne savait pas trop quoi penser de tout cela. D'un côté, elle était soulagée que sa mère ait un toit. De l'autre, elle était mal à l'aise de voir ses parents dans cette configuration étrange où l'un servait l'autre. « Le repas est délicieux, maman », a-t-elle dit à Brigitte quand celle-ci est venue débarrasser les assiettes du plat principal. Brigitte a hoché la tête, un sourire forcé aux lèvres. « Merci, ma chérie. »« Je suis contente que ça te plaise. » Puis elle a disparu dans la cuisine, et j'ai entendu le bruit de l'eau qui coulait dans l'évier. Elle faisait la vaisselle. Ma femme, pendant 38 ans, faisait maintenant la vaisselle comme une employée de maison. Est-ce que je ressentais de la satisfaction? Un peu, je ne vais pas mentir. Après tout ce qu'ils m'avaient fait, les voir réduits à ce rôle avait quelque chose de juste. Mais il y avait aussi autre chose. Une tristesse, peut-être. Une mélancolie pour ce qui aurait pu être si les choses s'étaient repassées différemment. À un moment, mon petit-fils, Lucas, 5 ans, m'a tiré par la manche. « Papy, c'est toi qui as construit cette maison. » J'ai regardé les murs, ces murs que j'avais peints moi-même il y a tant d'années. J'ai regardé les poutres du plafond, que Didier et moi avions installées un été particulièrement chaud. J'ai regardé la cheminée, devant laquelle Brigitte et moi avions fait l'amour la première nuit que nous avions passée ici. « Oui, mon petit, » ai-je dit, avec ses 2 mains, et maintenant, elle est revenue à moi. Par la fenêtre, j'ai vu Didier, dehors, une pelle à la main, en train de déneiger les escaliers du perron. Il travaillait en silence, méthodiquement, sans se plaindre. Le même Didier qui, des années plus tôt, m'avait aidé à construire cette maison. Le même Didier qui m'avait pris mes clés. Le même Didier qui maintenant déblayait ma neige. La vie a un sens de l'humour étrange. Après le dîner, quand les enfants étaient couchés, et que Sophie et son mari regardaient un film dans le salon, je suis sorti sur le balcon. L'air était froid, piquant, mais le ciel était d'une clarté extraordinaire. Les étoiles brillaient comme des diamants sur du velours noir. Je tenais un verre de vin à la main, pas le Bordeaux 2019 que j'avais envoyé à Brigitte et Didier, un autre, un 2010, une excellente année. Je l'avais gardé dans ma cave depuis longtemps, attendant le bon moment pour l'ouvrir. En regardant les vignobles enneigés qui s'étendaient devant moi, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à Brigitte et son rire, à Didier et sa poignée de main, à ces années de bonheur que j'avais cru indestructibles, à cette nuit de septembre où tout s'était effondré, à ces mois de solitude, de douleur, de reconstruction, et j'ai pensé à ce que j'avais fait, à cette vengeance froide, patiente, méthodique, à ces 2 personnes qui vivaient maintenant sous mon toit, non plus comme ma famille, mais comme mes employés. Est-ce que j'avais fait la bonne chose? Je ne sais pas. Peut-être que non. Peut-être que la vengeance n'est jamais la bonne chose, même quand elle est méritée. Peut-être que j'aurais dû pardonner, tourner la page, aller de l'avant. Mais le pardon, c'est pour les saints. Et moi, je ne suis qu'un comptable qui compte tout, même les dettes et les crédits du cœur. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je dis que c'est comme le vin. Il faut savoir attendre.
pas pour détruire, pour savourer. Et ce soir-là, sur ce balcon, avec ce verre à la main et ces étoiles au-dessus de ma tête, je savourais. Les mois ont passé après ce premier Noël. La vie a repris son cours, comme elle le fait toujours. Je suis retourné à ma routine dans mon petit appartement, avec Voltaire, mes tomates et mon basilic. Sophie continuait à me rendre visite tous les dimanches. Les enfants grandissaient, le monde tournait. Brigitte et Didier sont restés dans la maison, fidèles à leur rôle de gardiens. D'après ce que Sophie me disait, ils ne se disputaient plus autant qu'avant. Peut-être que l'adversité les avait rapprochés, ou peut-être qu'ils étaient simplement trop fatigués pour se battre. Je suis retourné à la maison plusieurs fois au cours de l'année suivante, pour Pâques, pour l'anniversaire de Sophie, pour les vacances d'été. Chaque fois, tout était impeccable. Brigitte cuisinait, Didier jardinait. Il me saluait poliment, répondait à mes questions, satisfaisait mes demandes. Il ne me regardait jamais dans les yeux. Un jour, environ 2 ans après l'enchère, Sophie m'a posé une question que je n'attendais pas. « Papa, m'a-t-elle dit, est-ce que tu es heureux ?» On était assis dans mon salon, comme d'habitude. Voltaire dormait à nos pieds. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux. « Heureux ?» ai-je répété. « Oui. Est-ce que tout ça, la maison, la situation avec maman et Didier, est-ce que ça t'a rendu heureux ?» J'ai réfléchi à sa question. Pendant longtemps, je n'ai pas su quoi répondre. « Non », ai-je fini par dire. « Ça ne m'a pas rendu heureux. » Sophie a hoché la tête comme si elle s'y attendait. « Mais, » ai-je ajouté, « ça m'a rendu entier. » Elle m'a regardé sans comprendre. Quand ils m'ont trahi, ai-je expliqué, ils m'ont pris quelque chose. Pas juste la maison, pas juste l'argent. Ils m'ont pris ma confiance, ma fierté, ma place dans le monde. Je me sentais diminué, incomplet, comme s'il me manquait un morceau. J'ai marqué une pause, cherchant mes mots. Ce que j'ai fait, cette histoire avec la maison, ça n'a pas effacé ce qu'ils m'ont fait. La douleur est toujours là. La cicatrice ne partira jamais. Mais au moins, j'ai récupéré ma dignité. J'ai montré que je n'étais pas juste un comptable ennuyeux qu'on peut jeter comme un vieux journal. J'ai montré que je comptais pour quelque chose. Sophie a posé sa main sur la mienne. « Tu as toujours compté pour quelque chose, papa. Pour moi, en tout cas. » J'ai souri. « Je sais, ma chérie, je sais. » Quelques mois plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais à la maison pour le week-end, préparant le jardin pour l'hiver. Brigitte était dans la cuisine, faisant je ne sais quoi. Didier était sorti acheter des fournitures. J'étais seul avec elle, pour la première fois depuis des années. Elle est sortie sur la terrasse, une tasse de café à la main. Elle m'a regardé travailler pendant un moment, sans rien dire. Puis, elle a parlé. « Michel », j'ai levé les yeux. Elle se tenait là, maigre et pâle, vieille de 10 ans de plus qu'elle ne l'était vraiment. « Oui, je voulais te dire quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. » J'ai posé mon râteau et je l'ai regardé. J'attendais. Je suis désolé. 2 mots. Simple, direct, pas d'excuses, pas de justification, juste 2 mots. Je suis désolé de ce que je t'ai fait, de ce qu'on t'a fait, Didier et moi. Tu ne méritais pas ça. Tu as été un bon mari, un bon père, un bon ami, et nous t'avons traité comme si tu n'étais rien. J'ai attendu qu'elle continue, mais elle n'a rien ajouté. Elle est restée là, les yeux baissés, attendant ma réponse. Pendant un long moment, je n'ai rien dit.
Les mots qu'elle venait de prononcer flottaient dans l'air, entre nous, comme des feuilles mortes portées par le vent. Et puis, j'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. La vengeance ne guérit pas. La justice ne guérit pas. Même le temps ne guérit pas vraiment. Ce qui guérit, c'est le choix. Le choix de lâcher prise, le choix d'avancer, le choix de ne plus laisser le passé définir le présent. « Merci, Brigitte », ai-je dit finalement. « Merci de l'avoir dit. » Elle a levé les yeux vers moi, surprise. « Je ne dis pas que je te pardonne », ai-je ajouté. « Je ne suis pas sûr de pouvoir un jour te pardonner complètement. Mais je te remercie d'avoir eu le courage de le dire. » Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Elle est restée là un moment, comme si elle voulait dire autre chose, comme si elle cherchait les mots pour exprimer quelque chose qu'elle gardait enfoui depuis longtemps. « Tu sais, Michel, a-t-elle finalement murmuré, pendant ces 2 années où j'étais avec Didier en secret, pas un jour ne s'est passé sans que je me sente coupable. Chaque matin, quand tu me préparais mon café, quand tu me demandais comment j'avais dormi, quand tu me souhaitais une bonne journée avec ce sourire sincère que tu as toujours eu. Chaque matin, j'avais envie de tout avouer, mais je n'ai jamais trouvé le courage. J'ai écouté sans rien dire. Je me disais que c'était différent avec Didier, qu'il me comprenait d'une façon que tu ne pouvais pas comprendre, qu'il me faisait rire, qu'il me faisait sentir jeune, qu'il me faisait oublier que j'avais 60 ans et que ma vie était derrière moi. Mais maintenant je réalise que ce n'était pas de l'amour, c'était de la peur de vieillir. La peur de devenir invisible, la peur de mourir sans avoir vraiment vécu. Elle a essuyé une larme sur sa joue. Et le pire, c'est que j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'avais un mari qui m'aimait, une fille merveilleuse, une maison magnifique. J'avais tout, et je l'ai détruit pour courir après une illusion. C'est ça ma punition. Pas de vivre dans cette maison comme ta gardienne. Ma punition, c'est de savoir que j'ai eu le bonheur entre les mains et que je l'ai laissé filer. Puis elle est rentrée dans la maison, me laissant seul avec mes pensées et mon jardin. Je suis resté là longtemps, le râteau à la main, regardant le soleil descendre lentement vers l'horizon. Les vignobles prenaient cette teinte dorée qui annonce l'automne, cette lumière particulière qui fait que tout semble plus beau, plus précieux, plus éphémère. Brigitte avait dit qu'elle regrettait. Était-ce suffisant? Est-ce que le regret pouvait effacer des années de mensonges et de trahison? Est-ce que des mots pouvaient réparer ce qui avait été brisé? Je ne savais pas. Je ne suis toujours pas sûr de le savoir aujourd'hui, mais quelque chose avait changé en moi ce jour-là. Une tension que je portais depuis des années s'était relâchée, juste un peu. Pas assez pour pardonner complètement, mais assez pour commencer à tourner la page. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cauchemar, sans question, sans regret. Aujourd'hui, 3 ans ont passé depuis l'enchère. Je vis toujours dans mon petit appartement, avec Voltaire qui vieillit doucement à mes côtés. Sophie vient toujours me voir les dimanches. Les enfants grandissent, posent des questions, découvrent le monde. La maison est toujours à moi. Brigitte et Didier y vivent toujours en tant que gardiens. Mais quelque chose a changé entre nous. Pas de l'amitié, non. Pas du pardon non plus. Plutôt une sorte de paix, une reconnaissance mutuelle que ce qui est fait, et qu'il faut continuer à vivre malgré tout. Parfois, quand je suis à la maison, je vois Brigitte regarder les photos de notre mariage accrochées dans le couloir. Je ne les ai pas enlevées. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que ces souvenirs font partie de la maison,
comme les briques et le ciment, peut-être parce que je ne veux pas oublier, pas la douleur, mais ce qu'elle m'a appris. Parfois, Didier me rejoint sur la terrasse, le soir, quand je bois mon verre de vin. Il ne dit rien, je ne dis rien non plus. On reste juste là, deux vieux hommes regardant le soleil se coucher sur les vignobles, partageant un silence qui dit plus que tous les mots du monde. La vie est étrange. Elle nous donne et elle nous reprend. Elle nous blesse et elle nous guérit. Elle nous trahit et elle nous offre des secondes chances. Si vous traversez quelque chose de similaire, si quelqu'un vous a trahi, humilié, dépouillé de ce qui vous appartient, je veux que vous sachiez une chose. La dignité ne se vole pas. Elle se construit, brique par brique, jour après jour. Et un jour, ceux qui vous ont pris pour un idiot viendront frapper à votre porte. Ce jour-là, c'est vous qui aurez les clés, pas pour vous venger, pas pour les détruire, mais pour leur montrer que vous n'êtes pas celui qu'ils croyaient, que vous êtes plus fort, plus patient, plus résistant qu'ils ne l'imaginaient. Et ce jour-là, vous comprendrez que la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un vin qui a mûri, un vin qu'on savoure lentement, en regardant le soleil se coucher, en se rappelant d'où on vient et en se demandant où on va. Alors, levez votre verre à la vie, à la patience, à la dignité retrouvée. Le vin a mûri, et il est bon. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé, et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne.